Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. Nous avons les regards tournés vers Yaoundé où, comme vous le savez, le président Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, a convoqué pour demain vendredi 22 novembre un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. On va dire que les chefs d'État vont arriver cet après-midi à Yaoundé. Dispositif spécial dans la capitale politique du Cameroun. Pour ceux qui le regardent de Yaoundé, si vous avez des choses à faire, faites-le en cette première partie de journée, puisque dès l'après-midi, il y aura une valse d'arrivée de chefs d'État à Yaoundé. Les routes seront barrées, surtout sur l'itinéraire qui va de l'aéroport de Yaoundé-Simalène jusqu'à l'hôtel Hilton. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que vous devez faire maintenant et ne pas renvoyer en après-midi. Mais ce qui est certain et ce qui est important de remarquer, c'est de savoir est-ce que les chefs d'État africains ou de la CEMAC seront à présent à Yaoundé. On sait que le président camerounais n'est pas souvent lui aussi très présent lorsque il y a ces sommets-là. Est-ce que le président équato-guinéen, est-ce que le président gabonais, est-ce que le président centrafricain, est-ce que le président du Congo ou le président du Tchad vont venir eux-mêmes au Cameroun? Viendront-ils prendre part à ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC? Il faut dire que les enjeux sont énormes, puisque selon nos sources à la présidence camerounaise, on nous signale que la question de l'avenir du franc CFA sera débattue au cours de ce sommet. On verra quelle sera la position des chefs d'État de la CEMAC. On parle également du financement de cette institution qu'est la CEMAC, puisque, comme vous le savez, il y a un faible taux de participation pour cette taxe de l'intégration qui avait été votée il y a tout récemment, mais qui n'est pas, comme toujours, bien payée. On verra quelles seront les sources de financement pour la CEMAC, et on parlera évidemment de cette fameuse libre circulation des personnes et des biens. L'Afrique centrale fait office de mauvais élève en Afrique lorsqu'on voit ce qui se passe dans d'autres espaces sous-régionaux. On va également évoquer, pourquoi pas, la fusion entre la CEAC et la CEMAC. C'est un projet qui date depuis très longtemps. Est-ce qu'enfin le Rwanda, la RDC, le Burundi, ces pays-là, l'Angola vont venir se greffer à la CEMAC pour en faire une communauté économique et monétaire? La question est également à poser, puisqu'elle est très très ambitieuse pour notre sous-région Afrique centrale, madame, messieurs. Donc ce matin, on va clairement s'installer en espérant que demain, lorsqu'il sera 20 h, on aura le communiqué final de ce sommet-là, le sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale, la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Alors, sur le plateau ce matin, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Oui, un bonjour tout à fait particulier. Pourquoi? Il a pris sur lui d'assumer véritablement ses responsabilités. D'un, M. Eric Fopoussi, il a procédé au refus catégorique de signature des documents à ceux des candidats qui n'ont pas de résidence effective à Bazou, parmi lesquels un ancien gestionnaire de la Camer qui s'est vu recevoir une fin de non-recevoir. On ne signe pas. Deuxième chose, il a pris sur lui encore de refuser de signer littéralement toutes les demandes et tout ce qu'il faudrait comme document pour le maire sortant. Parce que, dit-il, ce maire, à travers tous les engins abandonnés qui ont pourri, ne mériterait pas avoir une seconde chance. Voilà ce qu'on attend d'un responsable d'une autorité administrative, même si on a appris quelque part que le préfet a pris sur lui de signer ces documents. Est-ce que le texte prévoit que lorsque le sous-préfet refuse de signer avec des raisons bien précises, c'est au préfet de signer? La preuve, Banganté est en feu en ce moment, avec aussi cette affaire de candidature entre le fils de l'autre et les autres. Le département du Ndé, il faut le rappeler, qui est à la présidentielle de 2018, est un département qui a échappé à la vague MRC. Donc on verra très bien si ça reconfigure les cartes
dans ce département du Ndé. Rien n'est sûr, puisque le RDPC semble bien enraciné dans ce département-là, si on s'en tient justement au résultat de la présidentielle 2018, même si on note quand même, on va le dire, hein, une montée en puissance du MRC avec tout récemment les rassemblements à Tonga. On a vu comment ça bougeait également à Baganté. Donc on va voir si le département du Ndé continue à faire confiance. Il n'y a pas de problème de ce côté avec les autres partis, M. Eric Fopoussi. Oui. Vous avez une résidence, je dis dans toute la zone du Ndé, vous avez une résidence connue et certifiée. On vous signe votre document, M. Eric Fopoussi. Oui, mais vous allez voir que ça boue partout, oui. Mais de ce côté, ça bouge pas. Non, moi, je suis sur autre chose là maintenant. Je suis clairement sur autre chose là maintenant. Sur la configuration de la carte politique du Ndé juste après 2020, juste après le 9 février 2020, comment le Ndé va se positionner? C'est la question que l'on va se poser. Merci à vous, Charles. On va vous retrouver tout à l'heure à 10h30 pour votre chronique quotidienne, la colère de Charles Hamel, madame, monsieur, colère éponyme. Également sur le plateau ce matin, Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Première action avant d'implémenter les résolutions du Grand Dialogue National, le recrutement de 500 traducteurs et interprètes au Cameroun. C'est ainsi que c'est présenté comme étant une implémentation des résolutions du Grand Dialogue. Avant l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue. Oui. Dans le cadre, si vous voulez, je lis. Mais écoutez, non, mais dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du Grand Dialogue National, et à l'effet de permettre aux administrations publiques de disposer de professionnels de traduction et de l'implémentation, l'interprétation, bien formés et en nombre suffisant. D'accord. C'est quand même terrible, hein. Donc il aura fallu le grand dialogue national pour qu'on ait il aura fallu le grand dialogue national pour que non, c'est le chef de l'État qui a demandé justement le recrutement de ces 500 interprètes et traducteurs en 5 ans. On imagine 100 par an. Recrutement spécial. Bon, c'est terrible parce que ce qui est intéressant de signaler ce matin, c'est que c'est le terme, la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue. Ça me paraît quand même assez gros. C'est-à-dire que faut-il attendre un grand dialogue national pour recruter des traducteurs? Ça pose un réel problème dans ce pays en réalité. Donc on est clairement en train de nous dire que ceux qui attendent des sessions spéciales du Parlement, ceux qui attendent tout ce qu'ils vont attendre pour la mise en place du grand dialogue, pour la mise en place des résolutions, des recommandations du grand dialogue, ils n'ont qu'à bien s'en tenir puisque tout va se passer à la présidence du Cameroun sur le calendrier et sur le timing que le président voudra bien pour ces recommandations-là. Le message est clair et net pour tout le monde. Alors, Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi aussi, je reste à la présidence de la République pour être à la suite de monsieur Fopoussi Negou. Ce sommet extraordinaire aura quoi d'extraordinaire? C'est vrai, les sommets déjà se tiennent soit en fin d'année, soit en début de l'autre année. Mais il y a eu un sommet extraordinaire en décembre 2016. Qu'est-ce qu'il y aura d'extraordinaire? En principe, on attend que les chefs d'État décident de sortir de franc CFA. C'est là. Les accords signés en 72 sont déjà arrivés à expiration. Qu'ils sortent de là. Ou alors qu'ils fassent nation comme leurs homologues de l'Afrique de l'Ouest, qu'eux aussi commencent à dire à la France qu'on a grandi. Mais est-ce que ce sera alors extraordinaire? Je n'attends pas de ça. Vraiment, ce n'est pas un sûr. Parce que l'autre dernier sommet extraordinaire, le chef de l'État tchadien avait proposé qu'on exige à toutes les multinationales d'investir au moins 50% de leurs bénéfices dans la zone de la CEMAC. Ces années ont dit que non. Monsieur Desdébis, laisse. Il est parti, n'a pas signé le communiqué final. Ça veut tout dire. Alors, on va espérer de nos chefs d'État de l'Afrique centrale, de la CEMAC,
d'avoir le même courage que ceux de l'Afrique de l'Ouest. Même si l'Afrique de l'Ouest, on peut bien comprendre que Muhammadu Buhari, qui est le président du Nigeria, tient tête, on va le dire comme ça, à la France, puisque notez bien que le Nigeria, dans 50 ans, aura un PIB supérieur à celui de la France. Donc, c'est deux pays qui ne boxent pas dans la même catégorie. Et le Nigeria étant devant la France. Le Nigeria, le premier partenaire économique du Cameroun, a un produit manufacturé depuis 2013. Manufacturé, vous dites. Manufacturé, c'est-à-dire qu'ils fabriquent. Voilà. Ils estampillent, et ils transforment aussi. Ils envoient chez nous. Bon. Le Nigeria, d'ailleurs, qui est un très très grand pays, un géant de l'Afrique tout entière. Donc, on espère que le Cameroun prendra ce chemin-là. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes encore trop dépendants de la France en termes géopolitiques et géostratégiques. Peut-on avoir le courage de dire non à la France, ce qui n'est pas encore gagné, puisque le franc CFA reste une monnaie qui nous colle à la peau. Madame, monsieur, démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. C'est l'histoire du jour, qui est une présentation de Dominique Audrey. Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire assez triste parce que c'est une femme qui est en passe de se retrouver en dehors de son mariage. Son nom, c'est Marie-Cécile. Marie-Cécile est mariée depuis qu'elle a l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, elle en a 32 et elle a 4 enfants avec son mari. Et depuis toutes ces années, ces 10 années de mariage, tout était bien jusqu'à ce jour où Marie-Cécile s'est fait violer en présence de ses enfants, de ses beaux-frères et de son époux. Ça a été un affront à l'honneur de son mari que sa femme vive ce genre de choses et qu'il soit impuissant. Et le plus grave, c'est que malheureusement pour lui, sa femme a eu un orgasme pendant cet acte-là. Vous avez des histoires. Dominique Audrey, permettez-nous un tout petit peu. Oui, allez-y. Permettez-nous quand même. Je veux dire que jusqu'ici, votre histoire n'avait aucun problème. Vous comprenez? Ah oui. Vous nous voyez bandits de nos fauteuils, de nos sièges, parce que là, ça prend une tournure assez extraordinaire. Ah ouais. 360 degrés. Bon, c'est clair. Allez-y, d'accord, dites-nous. Oui, donc Marie-Cécile, pendant cet acte odieux, a eu un orgasme. Vous imaginez la gêne de son mari, de ses enfants et de ses beaux-frères. Les bandits, ils ont fini ce qu'ils avaient à faire, ils ont pris leur butin et ils sont partis. Pendant des jours, son mari est parti de la maison puisqu'il n'avait plus le courage de regarder sa femme en face, dans les yeux, et il mentionne qu'avec sa femme, ça n'avait jamais été comme ça, comme ce jour-là. Monsieur Fopoussi, ça n'avait jamais été comme ce jour-là et aujourd'hui, il veut se séparer de cette femme. Il aimerait savoir comment procéder pour se séparer d'elle. Ils sont mariés sous le régime monogamique, communauté des biens. Comment se séparer d'une femme alors qu'elle a été violée? Est-ce que le viol suffit pour qu'on veuille quitter sa femme? Donc vous pensez que c'est le viol qui amène le divorce? C'est quoi donc? Alors, on va débattre. J'ai une amie avec qui on a fait nos classes, Minou Cristal. Elle est très engagée dans le féminisme et il me semble qu'elle avait, il y a, je pense, quelques mois, elle portait un combat de femmes violées. Et dans les questions qu'on lui posait, il y avait celle de savoir si, lorsque vous ressentez du plaisir au cours d'un viol, est-ce que ça reste un viol? Voilà. Donc, les gens lui posaient la question que lorsqu'une femme est violée, si elle ressent du plaisir, est-ce qu'on peut encore dire qu'elle a été violée? Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle réponde que, évidemment, qu'elle n'a pas été violée. Mais sauf qu'elle a dit oui, c'est un viol. Évidemment, au cours d'un viol, une femme peut ressentir du plaisir, mais ça reste un rapport sexuel non consentant. C'est sur cette base-là qu'on établit un viol. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, pourquoi j'ai ri? Parce que j'ai lu hier un article sur un site web du Sénégal, Sénéweb. Alors, c'est très viral l'article. Il s'agit d'un Sénégalais qui est en Italie. Il est un sans-papier, donc il a pris la route, comme vous voyez, par la Libye et la Méditerranée. Et il était dans un camp de réfugiés en Italie, là-bas.
Et il est tellement resté, il est resté longtemps là, puisqu'ils travaillent, ils font des petits jobs en revenant le soir dormir dans les camps de réfugiés. Et un soir, ayant mis trop de temps, Moussa Fall c'est son nom, ayant mis trop de temps sans faire l'amour, il est sorti en ville se trouver une prostituée. Et il semble qu'ils sont arrangés 25 € pour ça, pour 20 minutes, 25 € pour 20 minutes. Oui, après ça coûte comme vous voulez, mais c'est 25 € 20 minutes. Oui. Et il semble que le rapport en question a été interminable. C'est-à-dire que la femme a aimé, la prostituée a aimé, elle a eu un orgasme. Et donc, c'était pour elle une première parce que les prouesses de ce Sénégalais-là, elle n'avait jamais vu ça. Donc, du coup, elle a commencé elle a pris son numéro parce qu'elle veut le voir tous les soirs. Ils ont continué à se voir. Et en plus de ça, elle a passé le mot à ses collègues prostituées qui ont appelé le même Sénégalais Moussa Fall, qui a autant des orgasmes à ces femmes prostituées. Donc, ce qui a fait l'objet de l'article dont je parle, on parle du Sénégalais qui donne les orgasmes aux prostituées en Europe. Donc, pour dire que, oui, il y a des hommes comme ça qui ont des capacités extraordinaires et tout, mais voilà. Et fondamentalement, 10 ans de mariage pour une femme qui n'a pas connu d'orgasme, mais comment ça se passait? Parce qu'un homme comme ça, j'imagine qu'il a été super frustré. Il a cru à un moment donné qu'il était très bon au lit et qu'il se rend compte qu'il fait sur les gens. Oui, absolument. Il faut de la pudeur parce que chez nous, c'est selon le garçon. Et à notre époque, on circoncis le garçon à 10-11 ans. Et la promotion, ce n'est pas aujourd'hui, on les circoncisait par promotion. C'est-à-dire que on vous dit, à partir de ce jour, vous ne vous lavez plus avec les femmes, vous ne vous baignez plus sous la pluie avec les filles. Donc, c'est par rapport au type de, je veux dire, à l'âge de l'interlocuteur que vous avez. Mais nous prenons à ça. Par rapport à l'histoire du jour, justement, c'est un problème embarrassant pour ce couple-là. Et je pense aussi que pour la femme, n'a-t-elle pas atteint l'orgasme avec son mari? Jamais peut-être. Et là, le viol, comment elle pense donc? Elle se livre de manière brutale, parce que c'est comme ça qu'on parle, puisqu'elle n'a pas été consentante. Et elle atteint, ça amène à poser des questions, effectivement. Même moi, à la place de cet homme, j'aurais posé les mêmes questions. Devant ton mari, devant tes enfants. Mais quand même, ça veut dire qu'elle n'a pas, comment je vais dire ça, elle a oublié que les enfants étaient là et tout. Elle s'est livrée au violeur. Et voilà donc le violeur sauveur. C'est comme ça qu'on peut interpréter. C'est ça la première version. Au moment où l'homme se dit, les bandits nous tiennent en respect. D'abord, il n'était pas le seul bandit, c'est un groupe de bandits qui a tenu tout le monde au respect. Donc il n'y avait pas seulement le mari de la femme, il y avait d'autres personnes, on les tient en respect. Et on vous fait l'amour en public, vous entretenez des relations sexuelles en public, devant vos enfants, et vous atteignez l'orgasme. Mais ça mène à poser le problème. Et justement, même les enquêteurs peuvent dire, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose d'organisé? Parce que c'est ça. Une femme, c'est vraiment qu'on ne connaissait pas cet homme. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent dire, papa a gagné la tontine aujourd'hui. On a vu des enfants faire ça. Maman a gagné la tontine aujourd'hui. Il montre un scénario, pas qu'on vient braquer à la maison. Et on commence à soupçonner les gens alors que l'ennemi était dans la maison. Donc on va se mettre à poser le problème. Et justement, lorsqu'on se met à poser ce genre de problème, ça met le mariage en doute, en difficulté. En difficulté. À ce moment-là, je pense qu'il est loisible d'écouter la femme. D'écouter la femme, parce que là, ça veut dire qu'elle ne sort pas du viol avec traumatisme. Parce que ce que votre femme là vous disait, quand on dit viol, en réalité, elle pense à nous qui sommes mariés. Parce que lorsqu'on dit à nos épouses, on ne dort pas avec les sous-vêtements. Mais parce qu'on a remarqué que les femmes, elles s'habillent quand elles veulent dormir. Mais à notre époque, les femmes savent qu'à partir de 20h, elles doivent être dans les dispositions où mon mari peut me gratter le dos, mais voilà. Mais elle, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est que chaque fois, c'est le parlementarisme, alors qu'on a doté. Donc, et il vous amène donc à ça. Et votre question est intéressante. Est-elle sortie du viol
traumatisée. C'est là le problème. Elle sort du viol, j'allais dire, dans l'extase. Libérée. Libérée. À ce moment-là, le viol, oui, elle n'a pas consenti à entretenir des rapports sexuels, mais elle est sortie libérée. Je vous prendrai, je termine par là. Apparemment, il y a un peuple juif qui avait vendu de leurs cadets en Égypte. Un prisonnier, c'est lui qui les a libérés. Donc, maintenant, la femme a trouvé son mari, que le vrai mari, il doit se séparer. Oui. Chalamel, je poursuis avec vous, je vous en prie, sur cette question. On va bien comprendre qu'il s'agit là d'une femme qui, visiblement, a passé 10 ans de mariage. Oui. Dans l'obscurité. Comment vous avez su que je dirais ça? Comment vous avez su que je dirais ça? Oui, qui a passé 10 ans de mariage dans l'obscurité. Aujourd'hui, elle a vu la lumière. Et elle a vu la lumière. Voilà. Monsieur Eric Fopoussi, on a affaire à une femme qui ne savait pas comment dire à son mari qu'elle voulait le quitter, qui a multiplié des astuces au point d'arriver à ce niveau. Vous savez, monsieur Eric Fopoussi, je vous lance un défi. Après cette émission, essayez même de rentrer chez vous tester. Il n'est pas donné à un homme d'ouvrir les jambes d'une femme. Dieu a concentré un pouvoir dans les jambes d'une femme. Si elle ne veut pas, monsieur Eric Fopoussi, vous faites tout ce que vous voulez. Même si vous avez les 16 joints, vous ne pouvez pas ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis. Vous voulez dire, oui. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de viol? Non, monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi. Je commence d'abord par... Ça n'existe pas. Non, monsieur Eric Fopoussi. Comment on arrive, on dit que, oh, ouvrez. Attends, c'est quoi? Ça attendait, c'est automatique. Il y a des actions, monsieur Eric Fopoussi. Parce que là, c'est l'histoire que j'ai... Non, mais il y a la peur aussi. Non, monsieur Eric, quelle peur? Quelle peur, monsieur Eric Fopoussi? Quelle peur? Non, ce que je veux Quelle peur? Non, monsieur Eric, vous savez, la femme ne joue pas avec sa dignité. Parce que c'est... Non, ce que je veux expliquer, Chalamel, ce que je veux expliquer, avant que vous le continuiez, je vous relance juste. Ce que je veux expliquer, c'est que nous sommes sur ce plateau, on ne sait pas quels sont les fantasmes des gens. Il y a des personnes qui sont attirées par l'horreur, par ce qui fait peur, par la torpeur, qui se sentent à l'aise, qui prennent leur orgasme dans ce... On parle de sadisme, de masochisme. Moi, je n'ai pas... C'est pas moi qui invente ces mots-là. Et si son mari osait, elle aura appelé l'association des violences faites aux femmes. Monsieur Rifopoussi, vous savez... L'a-t-il jamais fait? Monsieur Rifopoussi, vous savez, dans tout acte sexuel, il y a la chorégraphie et il y a l'expression sur le visage. Voilà les deux facteurs qui jouent. Le monsieur, vous savez... Je ne sais pas, moi je suis très mal à l'aise avec ce sujet. Non, je vous dis, non, c'est mal à l'aise avec ce sujet. C'est un sujet d'actualité. Non, monsieur le Fopoussi, c'est un sujet d'actualité. Moi-même, quand je faisais le lycée, j'avais un professeur de technologie, mon professeur de technologie, qui avait eu cela. Il avait subi cela chez lui. C'était du côté de Colbisson, si je me rappelle bien, monsieur le Fopoussi. À la fin, il s'était séparé avec sa femme. Ils n'ont même pas mis 2 ans, ils se sont séparés véritablement. Donc, c'est le cas. Et puis, à la Cité Verte, au lycée de la Cité Verte, il y avait eu encore un autre cas comme ça. On avait, je crois, un suivi en secteur, quelque chose, ou un professeur encore. À cette époque, on avait violé sa femme toujours à la maison. Ça conduit, monsieur le Fopoussi, à la séparation. Donc, je dis, c'est choquant. Moi, je dis, il y a la chorégraphie et il y a l'expression du visage. Je parie que l'homme a pris le temps, monsieur le Fopoussi, vous savez, d'observer sa femme, d'observer la chorégraphie de sa femme, d'observer la gestuelle, l'expression du visage. Et il y a l'après. Il y a l'après, monsieur Eric Fopoussi. Comment la femme s'est comportée en après? Est-ce que c'est une femme qui avait la pudeur? On a dit ses beaux-frères sont là, ses enfants sont là, son mari. Quelle a été l'attitude? Est-ce qu'elle s'est levée, elle a dit, ok, je fais comme si de rien n'était, la vie, tout passe, la vie continue. Elle a adapté forcément. Parce que l'homme, un homme qui vit ce genre de choses, à la suite, il veut réconforter sa femme. Il veut consoler sa femme. Il amène sa femme consulter. On doit faire des examens. Il voit l'attitude. Elle n'a plus le courage d'entrer à la cuisine. Elle évite même de rester au salon avec les enfants. Elle a une sorte d'attitude qu'elle développe, monsieur il faut possible. Voilà pourquoi Bamboka parlait du traumatisme. Mais si vous avez une femme qui, au sorti de là, se lève comme si, bonjour, rien ne s'était passé, adopte un certain comportement, va à la cuisine, va à ses occupations, c'est normal que l'homme se pose des questions. Karine.
Monsieur Fopoussi, j'ai envie de regurgiter. Je suis vraiment estomaquée qu'on arrive quand même à expliquer le viol, hein, à donner une raison au viol et à dire que la femme, certainement, elle était volontaire. Je suis désolée, vraiment désolée, et ça me fait très mal parce que sur ce plateau, il y a des papas, il y a des maris, et jamais un individu sur cette terre ne s'est préparé à comment il va réagir si on le viole. Il dit jamais. Jamais on ne se prépare à comment est-ce que le diable entre dans notre maison. Il dit jamais. Donc que sur ce plateau... Vous êtes remonté. Non, hein? non, non. Ça Que se voit. sur ce plateau, Oui. on arrive à expliquer le geste, la chorégraphie. Non, mais monsieur Fopoussi, c'est grave. Mais c'est grave. Ça veut dire que vous ne voyez pas des films. Non, non, non. Je ne suis pas dans le film. On est en train de parler de la réalité, de la vie de quelqu'un. Ah, c'est votre On parle de la vie de quelqu'un. Une femme qui est restée chez elle, devant ses enfants, son mari, sa belle famille, les gens qui n'ont jamais connu sa nudité, être abusée sexuellement. Monsieur Fopoussi, orgasme ou pas orgasme, cette femme a été violée. Et si son mari réagit comme ça, c'est que c'est un lâche. Il n'est même pas un homme. Parce que voilà la situation dans laquelle on l'attend. On l'attend là-bas. Ah, votre femme, Parce que c'est bon, c'est ça. parce que- Non, il ne faut pas nous prendre la main pour de non, monsieur le Fopoussi. Elle a atteint l'orgasme, monsieur le Fopoussi. ne Dans le réagissent principe de pas. viol, on ne peut pas atteindre l'orgasme. Non, je suis désolé, monsieur le Fopoussi. désolée. La peur et la frustration des gens qui sont présents vont vous empêcher. Attention, vous allez me mettre le doigt dans l'œil. Je dis Karine Frontière. rien à voir, monsieur Bachou, avec ce que vous dites. Alors, non, Chalamel. Rien à voir avec ce que vous dites. Une seconde, Karine, hein, je prends 30 secondes. Chalamel, vraiment, faut qu'on s'entende hein, sur les principes. Faut qu'on s'entende sur les principes. Chacun défend sa Personne n'a chapelle, dit, monsieur le personne, Fopoussi. non, défendre une chapelle n'est pas non Oui, plus. c'est pas sérieux. Est-ce que vous non. savez, prenons un exemple, vous êtes quelqu'un de dépensier, hein? Vous évitez que les gens puissent avoir accès à vous, parce que vous savez que s'ils ont accès à vous, vous allez leur donner toute votre fortune. N'est-ce pas? Vous devez donc faire en sorte que jamais personne ne vous atteigne. On appelle ça abus de faiblesse. Ça veut dire que si une femme sait qu'elle aime faire l'amour, si quelqu'un vient sans son consentement, il réussit à la déshabiller, monter sur elle, forcément, il va abuser de sa faiblesse, de ce qu'elle a dans le corps. Vous avez des Elle a un Monsieur corps Fopoussi, humain. Monsieur Allez-y, Fopoussi, oui. l'acte de viol du conjoint pendant le vol, dit pendant le braquage, est un acte de soumission qui ne s'adresse pas à la femme, s'il vous plaît, qui ne s'adresse pas du tout à la femme, mais à l'homme particulièrement, parce que c'est une grosse gifle qu'on vous donne, et même s'il y a orgasme ou pas orgasme, vous n'allez jamais remonter cela. D'accord, ok. Donc, qu'on arrive, qu'on n'explique même pas cette situation. D'accord, Mais c'est on peut compris. expliquer l'orgasme quand même. Oh, Ça Oui, ne ça c'est- s'explique. ça Oui. a un sens, c'est normal. Ah, Ok. d'accord. C'est normal. Et c'est pas normal qu'on interprète l'orgasme. Non, 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 du tout D'accord. pas. Non, non, vous Parce l'avez qu'elle dit. n'a pas été volontaire. ok. D'accord. D'accord. L'orgasme est un acte inconscient. Dominique Audrey. Oui, oui, monsieur Mbachou. Oh, C'est un inconscient. acte inconscient. Ça veut donc Bon dire- C'est une réaction Revoyez après Non, votre cours du sur tout pas. l'orgasme. Je dis, Dominique Audrey. c'est une Revoyez votre situation cours sur l'orgasme. inconsciente. Inconscient, vous parlez de l'inconscient. C'est inconscient. C'est grave. Personne ne se Regardez rend compte. votre cours encore. Karine Consultez Sotia. votre cours. Inconscient. Désolé, j'ai pris votre défense, mais plus vous dites ça, plus je trouve que vous êtes... Vraiment, revoyez votre cours sur l'orgasme. Je pose la Revoyez question. votre cours. C'est pas ça, inconscient. Ce n'est Désolé. pas volontaire cet acte. Oh, mais non, mais Karine, Non, non, arrêtez. non, c'est pas ne volontaire. vous vous enfoncez, là. On ne s'assoit Dominique pas un Audrey, matin pour terminons. vouloir avoir un orgasme. Alors, Oui, mais bien sûr, je pose... Moi, j'ai un doute sur... ah non, Bref. c'est bon. Oui, oui. C'est bon là. Oui. L'orgasme de cette femme s'explique. Quand on rencontre des gynécologues, justement au sujet de ce viol-là, on va vous dire que c'est physiologique. À la base, on a une femme qui va se faire violer. Elle va commencer par mouiller, monsieur Fopoussi. Parce que, je suis vraiment désolée. Bah, allez-y. Lors des rapports sexuels, Moi, je veux il comprendre. y a des contractions génitales qui donnent l'impression que ce sont des spasmes orgasmiques, alors que c'est le corps qui est en train, d'une certaine façon, de protéger la femme pour qu'elle ne se blesse pas. En fait, on peut avoir une érection, on peut avoir un orgasme, mais ça ne veut pas dire que la personne qu'on viole, ou bien la personne qui nous viole est désirable. C'est juste le corps La réaction qui réagit, physiologique, c'est oui. tout.
il n'y a pas de... Elle ne réfléchit pas à ce moment-là. Volontaire. Est-ce que vous savez que si vous parcourez, il y a des groupes sur Internet où des femmes racontent justement ce genre d'histoire, qu'elles se sentent coupables d'avoir eu des orgasmes pendant un viol. Donc là, les médecins répondent que ce n'est pas de votre faute. C'est simplement votre corps qui réagit. Et à un moment, oui, et à un moment même, on retrouve des femmes qui mouillent avant. Durant ce moment-là, ça ne passe plus par le cerveau. Le cerveau ne contrôle pas tellement, le corps est habitué à ce genre de processus que ça ne passe plus par là. Le cerveau se dit que... c'est mécanique. Oui, que non, voilà, c'est mécanique, c'est ça le mot. Voilà. Ça, on se dit que non, c'est normal, mais non, mais c'est juste, oui, monsieur Mbassou, c'est une protection. Parce qu'il y a des hommes qui déchirent et qui blessent leurs femmes pendant des actes. L'homme, le simple fait de ne pas être Batchou, c'est la violence. J'ai dit à le simple fait, il y a des blessures. C'est de la violence. Lorsqu'il se voit à l'immédiat, c'est la violence. C'est la violence. Un homme qui a un rapport sexuel avec sa femme. Il y a déchirure de l'organe. Parce qu'il est violent. Ah oui, mais ne dites pas que physiologiquement le corps ne peut pas. Il y a des déchirures et des blessures. Monsieur Batchou, il y a des préliminaires, non? Ok, merci. Vous voulez dire que... Merci beaucoup. Je suis obligé de siffler la fin de la partie. Permettez-moi. Il y a eu des préliminaires. Il ne va pas monter sur elle comme ça, comme s'il montait sur une échelle. Il a préparé son corps. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette histoire. Il y a une arme sur votre enfant. Vous allez réfléchir. Même si c'est votre mère, elle va se coucher. On a vu des hommes organiser des coups où il fait venir le bandit pour sa fille. C'est un homme qui a été incapable de ici à Douala, on a vu plein de cas ici à Douala. C'est un homme mou qui a été incapable de satisfaire sa femme et il découvre qu'il est resté avec une femme qu'il a aidée pendant 10 ans. Apprenez à satisfaire vos femmes. Non, femmes aussi, apprenez les violeurs qui vous prennent l'orgasme devant vos enfants et vous enorgueillez. Donc cette femme a amené. Ok, merci. L'orgasme devant les enfants. Merci beaucoup. Merci infiniment sur ce plateau. Dominique, Audrey, je me rends compte que vous aviez un message à passer ce matin. Il est passé, rassurez-vous. Je pense que le destinateur du message vous a reçu 5 sur 5. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la privatisation des entreprises, les conséquences sur l'économie dans ce pays et la renationalisation. Parce qu'au Cameroun, on avance avec le principe de la danse Bafia. Un pied en avant, 2 pieds en arrière, sans jamais se souvenir de là où on a tombé. Qu'est-ce qui a poussé le Cameroun à envisager la privatisation de ces entreprises? À telle enseigne qu'on en reparle encore aujourd'hui de renationalisation. Qu'est-ce que la privatisation a apporté de nouveau dans ce pays, mieux à l'économie camerounaise? Comment comprendre que tant vanté par le FMI, nombre d'opérations de privatisation n'en ont pas donné ou n'ont pas donné des résultats escomptés, notamment le développement d'un secteur dit privé, diversifié et compétitif. Les graves crises sociales qui se sont traduites par des pertes d'emplois et le renchérissement des prix de certains biens et services ont non seulement renforcé l'hostilité et la méfiance des populations, mais ont aussi parfois débouché sur une inversion du processus et une renationalisation des entreprises, notamment dans les grands services publics de certains pays, sauf le Cameroun. Le Cameroun, en un laps de temps, a opté pour la privatisation de 24 entreprises dont les indicateurs, audits des spécialistes, n'avaient besoin que de maintenance pour les uns et restructuration pour les autres. On a vu tel un éclair les entreprises Bisec, Camship, Camsuco, Camtel, Cepin, Chococam, Simencam, OCB, Evecam, Socapalm, Soca, Sofibel, Sonel,
PFS, SRL, SCM, SNEC, SEPBC, SCDM, COCAM, CDC, ONADAP rentrent dans le processus d'une privatisation, même si à la fin, toutes n'ont pas été privatisées, elles sont rentrées dans le processus. Comment comprendre que tous les spécialistes de la privatisation ne se sont point rendus compte qu'ils ont engagé tous les secteurs d'activité du secteur primaire, secondaire au tertiaire? Où est-ce que cela s'est déjà passé dans le monde? Point d'interrogation, qu'on engage les 3 secteurs essentiels dans le processus de privatisation. Comment comprendre que 78,2% des capitaux, en majorité étrangers, se soient retrouvés à récupérer l'ensemble des entreprises camerounaises, supposant une forte absence d'une politique de nationalisation sauvegardant les intérêts du pays? Comment comprendre que le pourcentage étranger, le pourcentage d'étrangers dans la répartition du capital des entreprises privatisées s'est accru considérablement avec la complicité de certaines autorités administratives? Dans tous les cas, à bien observer, on constate la présence des repreneurs locaux dans 3 entreprises seulement, les autres étant les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Maroc pour ce qui est du processus de privatisation au Cameroun. Comment comprendre que les privatisations pour ce qui a été du Cameroun se soient effectuées dans un contexte de flou juridique et réglementaire? Comment comprendre le fait que l'absence ou la faiblesse d'application des lois en raison de la corruption et de la bureaucratie ont rendu difficile l'élimination des pratiques de monopole, la protection des créanciers, la création et la liquidation des entreprises, sans toutefois oublier la fluidité du commerce? Savez-vous par ailleurs que le manque de compétences, de transparence et d'indépendance de la justice n'incitait pas à investir, puisque les droits de propriété des investisseurs n'étaient pas entièrement sécurisés? Au Cameroun, les opérations de privatisation se sont déroulées dans un contexte où l'environnement juridique était inadapté, voire incapable d'assurer la protection de la propriété privée et la liberté contractuelle, d'où le maigre bilan. Savez-vous que l'absence de flexibilité des prix a créé une incertitude sur les droits d'usufruit, sur les biens et services produits par les entreprises privées? Savez-vous que les opérations de privatisation des grands services publics, domaine de l'eau, de l'électricité par exemple, ont été souvent mises en place tout en gardant un certain contrôle de prix, ce qui explique le manque d'intérêt des investisseurs? Savez-vous que les privatisations ont été opérées sans la mise en place de mécanismes favorables à une réelle concurrence entre les différents opérateurs? Conséquence pour conséquence, on est revenu au principe de renationalisation. On est en train de repenser à la renationalisation des différentes structures. Combien a-t-on perdu? Combien a été investi? Qu'est-ce qu'on a profité? Telle peut être la question qu'on se pose aujourd'hui, à l'heure où tout semble être noir. Noir dans le principe des privatisations. Voilà, cher Lamel, c'est intéressant parce que l'option de la privatisation nous avait été soufflée par le FMI. Je parle sur ce plateau sous le contrôle de Mbombok, qui a, comme vous le savez, des avis assez tranchés sur ce que nous sommes allés faire au FMI. Et le FMI a mis en place donc des stratégies que nous avons suivies, on va le dire les yeux fermés, en faisant confiance à cette institution. D'ailleurs, ils nous ont retiré un gros pan de souveraineté, de manière à ce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous soyons encore en train de mettre en œuvre des prescriptions économiques venant du FMI. Et beaucoup pensent que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Je l'ai signalé ici l'an dernier. Le Cameroun a signé en 2017 un accord de FEC, de facilité élargie de crédit. La FEC devait donc nous permettre de mettre en place des réformes. Et ces réformes-là devaient être conditionnées par des crédits qu'on devait nous accorder. Et donc, le Cameroun a toujours fonctionné comme ça. En y allant, nous savions que nous devrions justement être sous le coup du FMI. Le FMI, c'est les financiers. Ils ont l'argent. Et la haute finance internationale obéit à un principe qui est clair, c'est le libéralisme tous azimuts. Vous savez qu'elle est portée par les multinationales. Ces fonds d'investissement qui sont, comme vous le savez, un peu partout dans le monde, sont à la recherche de ce qu'on pourrait appeler des machins de spéculation. Et nos entreprises de souveraineté au Cameroun ont été vues par ces gens-là comme des machins
de spéculation. Donc, elles sont arrivées pour créer donc cette bulle spéculative autour des entreprises, voir dans quelle mesure on peut nous extorquer, nous, les pauvres Camerounais, de l'argent, et ils se sont donc enrichis. Donc ces fonds-là se sont enrichis et ils continuent à le faire. L'État du Cameroun a dans un premier temps laissé faire, avant de se rendre compte qu'en fait, ce qui est en train de se passer là peut être très grave pour la stabilité du pays. Donc, il faut bien qu'on s'entende. On a privatisé et actuellement, il y a ce qu'on appelle un retour inverse. Ça veut dire on est en train de renationaliser. Ça se voit, on l'a vu encore tout récemment avec Camwater et CDE, la fusion. On a voulu, bon, vous savez, le Cameroun ne peut pas accepter ravaler ses couleuvres comme ça. On a créé le terme fusion-absorption pour faire en sorte que, pour maquiller en fait une renationalisation. On est en train d'évoquer un cas similaire pour l'entreprise qui gère l'énergie électrique. En tout cas, ils ont commencé à le faire en créant ce qu'on appelle Sonatrel. C'est aussi une façon de reprendre un pan qu'on a privatisé au compte du portefeuille de l'État. Donc c'est une grande question et il semble que actuellement ça divise beaucoup de gens. Boro Bengan, quel est votre commentaire là-dessus? Vous avez dit le mot juste, la spéculation. Un ancien directeur du journal Le Monde diplomatique le disait encore en septembre 2002 en parlant de l'axe du mal. Il a dit l'axe du mal, ce n'est pas les pays que Washington a définis qui encadrent le terrorisme, c'est la Banque mondiale, le FMI et l'Organisation mondiale du commerce. Ce directeur-là s'appelle Ignacio Ramonet. Donc, effectivement, lorsque le chef de l'État, Paul Biya, lance le 6e plan quinquennal le 14 août 1986, il dit clairement devant l'Assemblée nationale qu'on n'ira pas au FMI. Un mois après, le ministre des Finances de l'époque, Sadou Ayatou, paix à son âme aujourd'hui, il fait une interview à Cameroun Tribune en disant qu'aucun pays qui s'est engagé avec le FMI n'est sorti de l'auberge. Donc ces mesures sont des mesures de cheval. Ça ne nous servira à rien. Quelque temps après encore, c'est le même Sadou Ayatou qui vient nous dire que nous sommes au FMI, il faut qu'on y aille, c'est bon, ce sera bien. Mais vous voyez, ça devient une contradiction là. Donc, or, effectivement, le chef de l'État avait raison lorsqu'il le disait. Mais sauf que il avait mis en place ce qu'on appelait à l'époque pour le Cameroun un pays avec revenu intermédiaire. Il a énuméré un certain nombre de choses qui étaient d'ailleurs bien faites, mais sauf que là-dedans, il fallait procéder à une rigueur budgétaire, c'est-à-dire lutter contre la corruption. Or, lorsque ces pays-là vous espionnent, c'est de ça qu'il s'agit, je pense que même le docteur Paul Fokam Kamouni a écrit un livre là-dessus. Le livre, c'est un opuscule intitulé « L'intelligence économique ». Il a dit que l'économie tue plus que ce qu'on croit, plus que les guerres, là, en fait. Et là, quand on vous espionne, on estime que voilà un pays émergent, comme a été le cas du Cameroun, on va le détruire. On va le détruire en cherchant 2 ou 3 éléments dans votre système, notamment la corruption et le fichier solde de l'État qu'on ne maîtrisait pas. Voilà comment ils entrent et ils vous font miroiter que les entreprises, une fois privatisées, vous allez. Maintenant, nous, on ne s'est pas préparé. Qu'est-ce que font le pays, le Brésil, par exemple, l'Argentine, que les États-Unis sont en train de combattre aujourd'hui, parce que eux, ils ont dit non, on n'entre pas. Vous avez pris l'argent chez nous. Dans le processus de la dette, vous êtes fait rembourser. Donc l'argent là, on n'en a plus. Donc, nous, on est resté, on a commencé aujourd'hui à appliquer le premier point de ce consensus de Washington, parce que c'est autour de 10 points. Premier point en 2000, il faut réformer la fiscalité du tiers-monde en se fondant sur 2 critères. Baisser les impôts des riches pour permettre à ceux-ci d'investir avec l'argent que les impôts n'ont pas payé. Il faut faire payer l'impôt par plus de population. C'est pour ça que quand vous avez votre salon de coiffure, je parle même des vendeurs de Butacola. Je pense que ça nous a amené même à l'OTVP dernièrement. Donc, il faut faire payer l'impôt à un plus grand nombre de gens. Voilà comment on vous dit augmenter la certificat. Voilà comment on va jusqu'à prendre vos gens. On vous dit au quartier, vous qui vendez le Butacola, votre État risque de
sortir la tête de l'eau si vous continuez à vendre le Vidacola et si on voulait gérer cet argent. Voilà où on en est. Et le deuxième point, donc, il faut développer l'activité des spéculateurs. Les fonds d'investissement. Oui, d'ailleurs, actuellement, on parle beaucoup d'une entreprise de e-marketplace. Mais le terme savant qui trompe les gens, c'est qu'il faut libéraliser les marchés financiers. Donc, quand on vous donne ces termes, vous avez l'impression que vous êtes à Harvard. Libéraliser les marchés financiers. Or, en français simple, ça veut dire que permettre en Bombo, qui est à Sagbaïmila, de dire que l'argent que j'ai mis là, Fopossi m'avait dit qu'il voulait faire les logements sociaux à Douala, disant, il risque de me flouer là, j'enlève cet argent. Donc c'est la spéculation que je fais. Je ne permets plus à M. Fopossi avec qui on s'est dandé pour qu'il termine les logements sociaux et tout. Donc, et vous ont dit, il faut libéraliser les marchés financiers. Tout à fait. Les bulles spéculatives. D'ailleurs, pour vous donner un indicateur clair de ce qu'on appelle la spéculation, parce que c'est ça que le Cameroun n'a pas compris au départ, il y a une entreprise actuellement dont on parle beaucoup, qui a cessé ses activités au Cameroun. Elle fait dans le e-marketplace. Elle faisait au Cameroun dans le e-marketplace. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise vous dit en même temps que c'est dans les récents mois qu'elle a connu ses plus bons chiffres, ses plus bons résultats. Mais c'est là qu'elle ferme. Ça veut dire, elle vous dit que depuis que j'ai commencé au Cameroun, ce n'est que dans les derniers mois que j'ai commencé à avoir de bons résultats, D'ailleurs, ils ont fraudé leur bilan pour entrer en bourse aux États-Unis. Allez comprendre pourquoi ils sont entrés en bourse et ce qu'ils y ont gagné et pourquoi est-ce qu'ils retirent directement leurs actions en bourse avant que ça ne s'explose. C'est ça la spéculation. C'est que on s'amuse avec vos emplois, on s'amuse avec vos vies. Vos vies ne servent à rien, l'activité de production ne sert à rien tant que celui qui est assis derrière son ordinateur à Wall Street calcule, voit les risques, voit ce que ça peut apporter, voit lorsqu'il sent que là, on touche quelque part, on touche un point où il y aura des gens qui viendront investir de l'argent, ils y vont tout de suite. Lorsqu'ils ont accaparé l'argent qu'il fallait, ils lâchent complètement l'affaire où ils passent à une autre personne jusqu'à ce que lui aussi, il suce l'orange, jusqu'à ce que l'orange n'ait plus rien à donner comme jus. Justement. Donc, c'est dans ça que le Cameroun est entré. On l'a vu avec AUS, on l'a vu avec la régie Fercam. On voit bien comment tout cela est géré. Donc, on s'en fout. On fait des plans sociaux. On fait de la sous-traitance. C'est un plan international. On y est en plein. Et c'est pourquoi nous pensions qu'il fallait justement permettre à l'État d'avoir le contrôle de certains points essentiels qui relèvent de la souveraineté, tels que l'énergie, tels que le transport ferroviaire, ou tout au moins permettre aux nationaux de reprendre ces entreprises-là et pas à des fonds d'investissement étrangers. Et surtout, la mondialisation, il vous interdit de subventionner votre agriculture. Rendez-vous compte que c'est une loi américaine, Agricultural American Act, qui a fait fermer l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB au Cameroun, qui était en train de donner les ressources aux planteurs. On vous dit... Voilà. Tout à fait. Dominique Audrey. Oui. À ce sujet, moi, j'ai parcouru quelques livres qui disent que la privatisation, la réussite de ce processus dépend en réalité du contexte. Si on va au Chili, en Argentine ou en République tchèque, ça a marché là-bas. Il y a eu des emplois, il y a eu plein de... En fait, le chiffre a augmenté. Maintenant, quand on revient en Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud et le Maroc qui ont pu s'en sortir. J'ai envie de parler de la Sonel, par exemple. La Sonel, dans son processus de privatisation, il était question que la Sonel transforme, transporte et distribue l'énergie. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur ce qu'on n'a pas d'électricité au Cameroun. On se demande donc, qui a pensé ces projets-là? Quels étaient les termes des contrats? Pourquoi il n'y a pas eu de suite? À un moment, aujourd'hui, on est contraint de se dire qu'on a le contrôle sur rien, que ce soit l'énergie, l'électricité et même la poubelle, je ne sais pas comment on appelle, les sociétés qui transportent et vident les bacs. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre le contrôle effectif avec des personnes qui peuvent gérer toutes ces affaires-là? Je ne sais pas. Il était question également d'augmenter
de permettre au secteur privé d'avoir des chiffres et de créer des emplois. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait, je ne sais pas comment on va faire, combien de temps est-ce que ça va prendre, mais il faudrait reprendre les choses en main. Chalamel, allez-y, vos commentaires. Alors, disons, M. Eric Fopoussi, que parler de la privatisation, l'idée n'était pas mauvaise au départ. L'idée n'était pas mauvaise. L'idée était très bonne. Comment on va dire même, elle a été accueillie avec beaucoup de joie de la part des Camerounais. Mais comment s'est fait l'implémentation du processus de privatisation? Je vais vous dire, M. Eric Fopoussi, que la privatisation a rendu riches beaucoup de barons de ce régime. Beaucoup de barons de ce régime se sont sauvagement enrichis derrière ce processus de privatisation qui les a plus servi que les a servi au peuple camerounais. Donc vous voulez parler de fonctionnaires? Oui, je parle des fonctionnaires, des barons du régime. Ça les a plus enrichis qu'avoir enrichi le peuple camerounais. Dans ce sens que, au départ, ça s'apparentait plus à la transformation d'un monopole public en monopole privé, qui était à la fois mal accepté, M. Eric Fopoussi, et peu efficace. Vous avez vu tout ce qu'on nous a sorti avec Kamwata. Vous avez vu tout, comment on va dire, une des journaux, avec tout ce qui sortait de Kamwata, qui sortait de comment on va dire, M. Eric Fopoussi, de la SNEC. On est revenu sur la SNEC, on a pris Kamwata, on a pris toutes ces structures. À la fin, on nous dit que non, c'était 2 Marocains qui étaient derrière. Non, ce n'est pas 2 Marocains, c'était plutôt des Camerounais, parmi lesquels ceux qui se retrouvent aujourd'hui en cellule. Vous avez le cas de ASONEL, qui est arrivé avec elle aussi son processus. On nous a raconté tout ce qu'on nous a dit. Il faut la maintenance, les câbles, les corbeaux qui font chuter, qui font si ASONEL a disparu, c'est une autre personne qui est arrivée, elle se prépare aussi à partir avec tout ce qu'il y a. Donc la spéculation dont vous parlez, on s'est retrouvé en plein à l'intérieur. Au lieu des résultats escomptés, on a plutôt assisté à une multiplication des crises sociales dans tous les secteurs causées par une augmentation vertigineuse, autant pour moi, des prix. Que ce soit dans le domaine de l'huile de palme, vous savez, là on s'est retrouvé aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du sucre, vous voyez avec les différentes structures, vous voyez là où on s'est retrouvé aujourd'hui, à telle enseigne qu'il faut des influences extérieures par rapport au sucre sur le plan. Donc on souffre, les Camerounais souffrent aujourd'hui, ils n'ont plus la force non seulement de contrôler leurs avoirs, mais en plus d'en consommer, même pour celles qui se battent à produire. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut penser à une renationalisation pour permettre aux Camerounais lambda de pouvoir réjouir encore un temps soit peu. Mais il nous faudra prendre combien de temps pour renationaliser, M. Fopoussi, après tout ce temps qu'on a abandonné dans la maintenance avec les réseaux, le réseau hydraulique. On ne parvient plus à consommer une eau de qualité. C'est les tuyaux qui se cassent, c'est les tuyaux qui sont ci, qui sont ça. Pourtant, on nous a dit qu'on a refait le système. Tous les tuyaux, les canaux de distribution. Pareil pour l'énergie. On nous dit, voilà, son antenne qui est entrée. Donc, finalement, c'est un jeu. Nous sommes d'accord que privatiser, c'est une idée, mais à qui on privatise? Voilà. C'est ça le problème, Chalamel. C'est ça le problème au Cameroun. La véritable question, c'est à qui on privatise? Parce qu'un étranger ne viendra jamais dans votre pays le développer. Jamais. Il vient chercher son beurre et dès qu'il a fini de trouver son beurre, il s'en va. Lorsqu'on parle de privatisation au Cameroun, il faut dire que la privatisation, lorsqu'elle est interne, c'est-à-dire que lorsqu'elle concerne les personnes de ce pays-là, elle amène la véritable compétition. Parce que entre les personnes, les étrangers, la compétition est au haut niveau. Ça n'atteint pas le Cameroun. La compétition n'est pas à votre niveau. Et pourtant, lorsque c'est entre vous, l'économie du Cameroun est placée au premier plan. Lorsque vous privatisez, par exemple, pour la privatisation elle-même, elle permet de réduire la dette publique pour le gouvernement et permet au gouvernement lui-même de s'atteler aux autres tâches telles que l'aménagement du territoire et autres. Mais on a vu au Cameroun que toutes les privatisations que notre pays, auquel le pays a souscrit, n'ont rien apporté. Vous voyez que dès qu'on a fini de privatiser les entreprises en 90, il y a eu des grosses vagues de licenciements. Soit les entreprises ont fermé, soit certaines ont licencié. Pourquoi? Parce que ça peut réduire à 7%. Donc, ça peut réduire de 10 à 7% le nombre d'employés dans une entreprise. Parce que l'entreprise veut faire travailler plus les employés, avoir plus de revenus, mais avec moins de personnes. D'accord, très bien. Ils ont utilisé un terme actuellement, d'ailleurs on en parle beaucoup dans les milieux économiques. Il faut tout faire pour la réduction des dépenses, les plans d'austérité qu'on a
connu en Grèce, en Espagne, où les États étaient obligés de diminuer leurs dépenses publiques. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. C'est la fin de cette première partie. Nous sommes de retour dans quelques minutes pour la deuxième partie. 21 novembre 2019, avec, comme vous le savez, pour cette deuxième partie, les différentes rubriques que nous aurons. D'abord, la revue des réseaux sociaux et interpellations par la suite. D'abord, cette revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. Oui. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à un premier sujet qui concerne ces autorités administratives qui freinent la constitution des dossiers dans les deux candidatures pour l'élection municipale et législative prochaine. Le dossier, c'est élection. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs partis, en tout cas, il y a plusieurs partis d'opposition qui se plaignent, mais notamment, on retient les plaintes de mouvements pour la renaissance du Cameroun dans les localités comme le Mungo qui se plaignent de ces documents qu'on demande, mais qui sont à la base gratuits et qui deviennent payants lorsqu'on arrive devant les autorités administratives. Alors, ce qui doit être noté avec vous ce matin, c'est que ce que nous allons faire là, c'est une œuvre pédagogique, un exercice pédagogique, parce que il est quand même assez dérangeant et assez frustrant de se rendre compte que dans ce pays, nous avons des administrateurs qui doivent normalement servir le politique. Ça se passe comme ça partout ailleurs. C'est d'abord le politique et ensuite l'administration. Mais au Cameroun, on voit très bien que l'administration semble vouloir avoir le pas sur le politique et donc décider à la place du politique. Ce qui est quand même tout à fait grave dans un pays qui est une démocratie, qui a décidé de dire que c'est le peuple qui doit choisir ses représentants, ses élus. Et si vous faites une obstruction démocratique, vous empêchez donc au peuple d'avoir la latitude de choisir ses représentants, alors ça pose un réel souci et on devrait normalement adresser cette question de manière tout à fait sérieuse. Parce que les plaintes que nous recevons en Korta, à Yagoua, à Kiossi, d'autres villes du Cameroun, à Douala, donc à Yaoundé aussi, ce n'est pas de nature à donner une lisibilité du jeu démocratique au Cameroun, alors que nous sommes dans un registre où nous voulons que les rapports soient apaisés entre Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais, nous devons agir en tant que Camerounais et parfois ne pas voir des problèmes, les problèmes que nous avons sous le prisme administratif, mais sous le prisme politique. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un problème politique. Aujourd'hui, quand on parle de certificat de domicile, à un moment donné, il faut qu'on se rende compte que, au-delà de la rigidité administrative, il y a aussi que dans ce pays, nous avons raté la politique de logement dans ce pays. On a raté la politique foncière du Cameroun. Donc c'est évidemment un problème politique et il faut en tenir compte. Lorsque j'entends les gens parler de attestation de non-redevance, c'est là encore un problème politique puisque ceux qui votent les lois à l'Assemblée nationale ont voté 2 lois successives, des lois qui sont différentes successivement, sans tenir compte justement des changements qui a eu lieu au fil du temps. Et il faut rappeler que le Cameroun a pris l'option de ne pas imposer ses citoyens comme on le voit ailleurs. Ailleurs, l'imposition est plus directe. Au Cameroun, elle est foncièrement indirecte. Ça veut dire que pour ceux qui payent la taxe foncière, par exemple, arrêtons parfois de mystifier les choses. La taxe foncière en elle-même n'est pas une taxe aussi chère que ça. Je veux dire que ce n'est pas une taxe où on doit... Il faut voir si ceux qui ont des titres fonciers, ceux qui ont des titres fonciers payent leur taxe foncière. Il faut voir. Mais il ne faut pas imaginer que les gens vont payer taxe foncière sur la base de rien. Ça n'a pas de sens. Donc il y a cette politique fiscale camerounaise. Est-ce qu'on en débat suffisamment sur la politique fiscale? Je vois des pays où, lorsqu'il y a élection, la politique fiscale est au centre des débats. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a élection, les gens s'entendent sur quelle est la politique fiscale que nous voulons dans le pays. Mais au Cameroun, on en parle comme si c'était un tabou. Donc, vous voyez que tout se ramène à la politique. Et donc, la rigidité administrative ne doit pas empêcher qu'il y ait une lisibilité politique. Bon, Bégan, c'est tout à fait désolant qu'on se retrouve justement avec ces obstructions. Oui, désolant, oui, mais prévisible également.
prévisible parce que, vous l'avez dit, nous sommes dans une administration publique qui est inféodée au pouvoir politique. Et c'est l'exécutif politique du pouvoir en place qui commande tout. Et dirait Karine, non, il n'y a pas que les autorités administratives. C'est des agents publics. Parce qu'il y a au moins 4 institutions qui interviennent. L'autorité administrative, le sous-préfet, le maire pour l'extrait de l'acte de naissance, mais l'administration fiscale et le tribunal de première instance. Et je vous rappelle au moment où on parle, malgré ce que vous avez dit, M. Foposi Negou, à EDEA, lorsque vous venez vous faire établir votre bulletin numéro 3 de ce casier judiciaire et votre certificat de nationalité, comme on appelle, vous payez 600 francs, alors que c'est gratuit. Les agents des impôts également ont institué de fait la taxe foncière qui tourne autour de 10 000 francs. Vous timbrez d'abord le dossier. Ils disent, alors que le ministre, c'est ce qu'on appelle dans les lois non écrites. Le directeur général des impôts sort une circulaire en disant à ses collaborateurs que non, vraiment on ne paie rien. Mais il leur dit que ces gars-là, comme ils ont des domiciles et considérant qu'ils ont refusé exprès de payer la taxe foncière, faites-les payer la taxe foncière. Mais ont-ils évalué les domiciles dans des villages, les domiciles des candidats dans des villages? Non. Ils ont pris un forfait qui tourne autour de 10 000 francs et tout le monde paye. Dans une commune de 25, maintenant tout le monde paye. Une commune et autant de listes possibles. Voilà, là c'est ce qu'on appelle gouvernement par embuscade, qui refuse exactement de faire ce que vous avez recommandé. C'est-à-dire, quelle politique fiscale, quelle fiscalité locale, vous qui allez prendre les mairies demain, quelle fiscalité locale au regard des décrets de 2004 ou des décrets d'application de 2008 qui encadrent la décentralisation au Cameroun? Le directeur des impôts, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Il vous fait les embuscades. Vous venez, au moment où vous pensez que vous venez faire votre déclaration de non-redevance ou de redevance, ainsi de suite, on vous dit vous avez d'abord une taxe à payer. Donc, vous voyez un peu. Donc, cette embuscade-là, justement, plombe le pays et favorise, il faut le dire également, le parti au pouvoir. Aujourd'hui, où, vous vous rappelez, la dernière élection, c'est en 2013. Au point où, lorsque l'ECAM avait rendu public les listes de candidats, le RDPC avait déjà 115 communes sur 360. Et il y avait 3222 conseillers municipaux sur 10 632. Voilà. Parce qu'on empêche. Voilà, parce qu'on empêche. Les autres. Et il avait 25 députés sur 180. Je veux dire qu'en réalité, comme on ne connaît pas le calendrier électoral, on ne sait pas. Chaque fois, vous dites, on était l'année dernière, on ne payait rien. 5 ans après, on vous dit non, on paye. Mais bon, on a dit qu'on ne paye pas. Voilà dans quel imbroglio nous nous trouvons. Donc, l'exécutif est en train comment je vais dire ça, de mettre la clé 14 pour parler trivialement. D'utiliser des manœuvres pour continuer à se perpétuer. Extorquer l'argent des citoyens. Oui. Chalamel, sur ces nombreux cas d'obstruction à la démocratie. Oui, monsieur Foposi, je ne vais pas m'attarder parce que Mbombok a déjà pratiquement soulevé la question du fond, en abordant tous ces différents blocages qui sont là. Mais aujourd'hui, est-ce que les autorités administratives sont véritablement en phase avec leur population? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Ou ils servent les idéaux du parti? Ça aussi, il faut se poser cette question. Pourquoi? Je le dis, je suivais encore hier, M. Eric Foposi, dans un stand, je parcourais, je zappais comme ça, je suis tombé sur les populations du Mbéré, les jeunes du Mbéré qui sont entrés dans les colères vis-à-vis des différents sous-préfets en disant aux sous-préfets, en demandant, en suppliant littéralement leur sous-préfet de ne pas signer les documents pour ceux-là qui ont déjà brigué 2, 3, 4 mandats sans qu'on ne voie l'effectivité sur le terrain. Ils demandaient qu'on ne légalise pas leurs documents, qu'on refuse de signer. Et ils sont allés jusqu'à citer des noms de personnes qui sont déjà à 5 mandats, 4 mandats. Je pense qu'ils parlaient de Théophile Baouro, je pense même Théophile Baouro dans le Mbéré. Ils ont soulevé la question de Yaya Dumba dans le Mbéré, toujours M. Foposi, des gens
qui sont là depuis 4-5 mandats, mais dont on ne voit rien, ils refusent de partir. Je pense que c'est aussi du rôle des autorités de rester, parce qu'un sous-préfet dans une zone voit comment les différents élus fonctionnent, les maires fonctionnent, et peut à la fin de dire à ces différents élus, mais mon cher, tu te présentes alors que tu n'as rien fait. À cause de cela, parce que c'est le RDPC, monsieur Dufour-Possy. Parce qu'aujourd'hui, on voue une haine au RDPC. Les populations vouent une haine au RDPC. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont à la tête de ce parti font tout sauf défendre les idéaux du RDPC. Lorsqu'on parcourt les règlements, les missions du RDPC, sauf cela. Est-ce qu'à l'intérieur, on ne pouvait pas procéder? Parce que le chef de l'État, à travers sa circulaire, même Jean Coueté qui l'a rendu public, à l'intérieur, ils ont prévu, il y a des règlements, il y a comment on va dire, des critères pour être sélectionné, pour pouvoir participer. Est-ce que c'est respecté? Je crois qu'on ne se contente pas seulement de faire ces blocages pour l'opposition. Dire au MRC, non, vous n'avez pas le droit. Dire au PCRN, non, vous n'avez pas le droit. Dire à l'UPC, mais je pense qu'on devrait le faire aussi même pour les candidats du RDPC, limité pour permettre aux populations d'être en phase avec ceux-là qui veulent véritablement travailler. Ce n'est pas tous ceux qui sont RDPC qui sont négatifs, que non. Il y a certaines personnes qui veulent travailler, mais dont on empêche. Mais comme aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut manger, je crois que ces autorités devaient faire prévaloir pour le bien des populations, véritablement dans leur signature, les bonnes personnes, le choix des bonnes personnes, monsieur Dufour-Possy. D'accord. Dominique Audrey, également sur ces nombreux cas d'obstruction pour les candidats au double scrutin prochain. Oui, sur ces cas, j'aimerais parler de ce que moi j'ai vu hier au journal à la sous-préfecture des Foulanes. C'est que ces autorités sont en train de vouloir multiplier ce genre de scène. Parce qu'on va toujours, ils vont finir par pousser les gens à fermer les portes. Que si vous ne signez pas, on ne fait plus ça. Je me demande donc, est-ce qu'il n'y a pas une personne au-dessus de toutes ces autorités-là qui puisse trancher? Parce que ça fait déjà beaucoup de plaintes, beaucoup de jérémiades, encore et encore et encore, et personne ne dit rien. Entre-temps, le temps ne fait que passer. Comment est-ce que les gens vont pouvoir donc, se porter candidat à cette élection-là avec toutes ces récriminations? Est-ce qu'on va prendre ça en compte? Est-ce qu'on va leur donner des jours de plus pour pouvoir mettre à jour leur dossier? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis pour ces personnes qui se lèvent, qui disent non, on ne veut plus de ces personnes-là. Je suis derrière également les gens qui exigent qu'on signe leur dossier également. Donc maintenant, c'est à ces autorités-là de voir si elles s'entêtent. Si elles s'entêtent dans ce processus-là, on va juste avoir des gens qui vont faire des mouvements partout. D'accord. D'accord. Je pense qu'on a épuisé ce sujet. Karine, on continue. Oui, le président de la République a ordonné le recrutement des traducteurs et interprètes, 500 au total, dans le cadre de la mise en œuvre des différentes résolutions du Grand Dialogue National. D'accord, donc on va évoquer ce recrutement. 500, vous avez dit 500. 500, donc 100 en 5 ans. Chaque année 100, donc jusqu'à 500. Alors, bon, Megan, quand même, hein, était-ce une priorité pour le Cameroun? Non. Ça fait partie d'une récupération politique. Il existe à Beya, depuis des années 70, une école d'interprétariat. Voulez-vous me dire que c'est des agents qui sont... ceux-ci vont être recrutés dans la fonction publique. Mais attendez, c'est là, ils étaient dans les institutions de l'Assemblée nationale, la présidence de la République et tout. Donc, en fait, on aurait même dû les recruter tout le temps, puisque le Sénat n'existait pas il y a longtemps. Donc, le Sénat a besoin des traducteurs-interprètes. Et beaucoup, on avait créé ici ce qu'on appelait je ne sais pas moi, les écoles pilotes pour le bilinguisme. Oui, voilà, les centres pilotes. Les centres pilotes, voilà, du bilinguisme qui dépendait directement de la présidence de la République. Ces centres continuent à exister, je n'en sais rien. Ça veut dire que, pourquoi a-t-on laissé ça faire justement partie de la privatisation? C'est-à-dire, le FMI vous amène à privatiser même l'école. L'école publique, on vous dit privatiser, alors qu'il existait des écoles privées. On vous dit, oh, nous, on devait même, j'allais dire que on aurait même dû former plus d'interprètes qu'il n'a faut. Recruter 500 dans un pays comme le Cameroun, je veux comprendre, les interprètes là,
ce sera quoi leur mission dans un pays bilingue comme le Cameroun? Moi, je veux comprendre parce que je peux comprendre qu'un pays qui n'a que le français comme langue officielle puisse avoir des interprètes qui vont interpréter en français, en chinois, en allemand, en ci et ça, parce qu'ils recevront des délégations d'étrangers qui viendront et pour discuter sur des sujets, il va falloir qu'il y ait une personne qui interprète la langue de l'étranger. Mais pour ce qui est du Cameroun, je veux dire que quand l'étranger arrive, je veux bien comprendre à quoi va servir l'interprète. C'est pour les Chinois, c'est pour... parce qu'on dit que c'est dans le cadre du grand dialogue national. Donc je suppose que les gens qui ont été là-bas on dit que la crise anglophone, je parle vraiment, je dis n'importe quoi, hein, la crise anglophone, les anglophones se plaignent de ce que quand les Chinois arrivent, ils n'ont pas d'interprète chinois. Je veux dire, je dis vraiment n'importe quoi. Oui. Ce que vous dites aurait pu être fait si la politique qui encadrait la création des lycées bilingues d'application, il y en a un à Béa, il y en a un à Yaoundé, avait été suivi de fait. Est-ce qu'on formait les BPC bilingues, probatoire, baccalauréat, bon, je ne sais pas s'il y a le probatoire là-bas, ou le ordinary level ou advanced level, qu'on forme les diplômes bilingues qui auraient dû continuer jusqu'à l'obtention des licences bilingues et ainsi de suite, d'un grand nombre, y compris dans des lycées techniques. Parce que j'ai entendu également que le chef de l'État, dans la résolution de cette crise, je pense l'année dernière, il voulait recruter 1000 enseignants bilingues. Mais on a refusé de les former, justement. On a refusé de les former. Ici, ce qui sous-tend l'esprit, c'est de les affecter dans les administrations publiques pour faire des communiqués. Vous savez, quand on dit, on sort les résultats, du moins, ou les communiqués au ministère, généralement, il n'y en a pas. Les communiqués sont en français. Il faut des gens qui les traduisent en anglais. Non, mais il n'y a pas l'anglophone qui est recruté là? Ah non, ce n'est pas comme ça. Il y a l'anglophone là, où il y a eu combien de communiqués, y compris l'acte uniforme OHADA. Tu sais que ça a été rejeté. Ça a été traduit et l'OHADA avait rejeté. Oui, on parce dit que la traduction n'était pas commode. Il a fallu... Non, mais n'était pas bonne. Donc, faut qu'on s'entende. C'est une langue qui a des règles. Oui, mais et tout, non, Bombok, faut qu'on s'entende. Ça veut dire que quand nous prenons, nous, au Cameroun, des résolutions, nous pensons en français. C'est ce que ça veut dire aussi. Oui. Mais c'est ça qu'il faut combattre, justement. Mais justement, c'est ça qu'il est en train de... C'est-à-dire que nous pensons, on dit que quand on veut prendre des réseaux au Cameroun, on dit, bon, nous sommes francophones, on pense comme ça. Après, bon, nos étrangers anglophones, là, on verra comment... Non, mais attention, bon, c'est ça le problème. On est en train de prendre un chemin qui va nous dépasser. Dans la crise anglophone en 2017, la seule institution qui a engagé le bilinguisme sans qu'on tire sur elle, c'est le tribunal criminel spécial. Dès qu'on avait commencé ces problèmes-là, alors que les réformes, je veux dire, les rencontres avec les syndicats n'avaient même pas encore abouti, au tribunal criminel spécial à Yaoundé, tout est en français et en anglais. Mais les autres institutions sont restées comme ça. D'accord. Restées. Alors, parce que je veux bien qu'on s'entende sur les grands principes. On veut les gens dans l'administration publique qui va traduire. Voilà, sur les grands principes. Parce que ce que je dis, c'est qu'il y a une des résolutions, une des recommandations de ce grand dialogue qui s'est tenu à Yaoundé tout récemment, c'était aussi que désormais, on va admettre à un certain niveau de responsabilité dans l'administration publique camerounaise des personnes exclusivement bilingues. Oui, absolument. Ça avait été décidé comme ça. Donc il faut qu'est-ce qu'on veut faire dans ce pays? Sur quel pied nous sommes en train de danser là, Chalamel? Alors rassurez-vous, monsieur Eric Fopoussi, on est sur le gros pouce, dans le gros orteil. On n'a pas encore posé les 4 autres. Donc voilà là où nous sommes en train de danser. On démarre. Je ne pense pas que parmi les résolutions, il y avait une portance sur le recrutement des différents interprètes. Il y avait une résolution express qui portait sur le recrutement. Non. Donc je crois que c'est une entourloupe du système. C'est une entourloupe, pourquoi une véritable entourloupe du système. Parmi les langues les plus parlées dans le monde, on a le mandchou et on a l'anglais, monsieur Eric Fopoussi. Et vous savez que l'anglais religieux est différent de l'anglais juridique, est différent de l'anglais commercial, est différent de l'anglais. Donc il y a plusieurs, l'anglais journalistique, il y a plusieurs formes d'anglais contrairement au français, monsieur Eric Fopoussi. On s'exprime sur un pas l'anglais soudanais.
et l'anglais camerounais. On s'exprime sur un fond. Oui. Alors, vous allez vous rendre compte que à tous les sommets, lorsqu'il y a des grandes rencontres internationales, chaque délégation arrive avec ses interprètes et un endroit où on les confine avec les différents partenaires. Vous avez au niveau des mairies, des maires qui signent des contrats de jumelage, qui signent. Vous allez vous rendre compte que dans la partie francophone, on évite d'aller dans les zones anglaises, dans les zones anglo-saxons. Comme l'Écosse, vous allez voir, c'est des pays qui sont rarement représentés ici. Vous avez nos représentants même qui ont des difficultés. On les a vus en Turquie, en Russie récemment. Ils ont des difficultés à s'exprimer, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont tout baba, parfois ils ne comprennent rien. Ils accrochent, ils se couchent, ils se mettent à dormir, des diplomates. Donc je crois que ces interprètes vont, comme, en plus de ce que Mbambo a dit, ils vont infiltrer tous les différents secteurs, monsieur Eric Fopoussi. Ils vont infiltrer parce que c'était aussi encore très lésé. Il faut dire qu'on a véritablement lésé de tous les secteurs. On a véritablement lésé les interprètes. Ok, non, je pose juste une question. Je veux dire que, à supposer, je fais un travail intellectuel, ce que je fais. À supposer qu'on affecte des interprètes, traducteurs, dans une administration où c'est un francophone qui est absolument francophone, ou c'est un francophone qui est chef de service, qui est chef là-bas. Et qu'on change le francophone et on remplace les effectifs par des anglophones. À quoi vont servir les traducteurs? Vous savez, monsieur, il va traduire en français. Le traducteur est en même temps, il peut être bilingue, trilingue, quadrilingue. Il s'exprime dans plusieurs langues, monsieur Eric Fopoussi. Donc, vous savez que pendant une certaine période, au niveau de... mais est-ce qu'il va plus simple d'avoir des gens qui sont... Non, c'est très compliqué. Vous avez d'un côté, dans un même pays, vous êtes d'accord avec moi, que dans un même pays, vous avez deux langues officielles. On est obligé d'avoir des traducteurs. Je vous dis, à un moment donné, l'image qu'on renvoie, quand vous voyez l'image, ça rapporte du pays, on peut faire ça au Sénégal, je comprendrais. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai dit que nous avons plusieurs formats d'expression en anglais. L'anglais juridique, commercial et tout. Ce que vous voyez dans les ministères, là, s'exprime dans l'anglais courant, ce qu'on appelle le broken English. Ils se battent à s'exprimer dans cette langue. Mais s'il faut faire des formules dans le domaine commercial, dans le domaine maritime par exemple, il faudrait qu'il y ait des spécialistes qui travaillent sur la question. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'on a besoin de ces interprètes. Monsieur le Fopoussi. À des moments, moi je suis francophone. Moi je suis francophone, n'est-ce pas? S'il faut écrire un texte sur le square maritime, donc je vais aller voir l'interprète pour qu'il m'apprenne à parler le français maritime. Vous écrivez votre texte en français. En français. Mais puisque le texte doit sortir en français et en anglais. Je dois... Non. Laissons d'abord... Parce que je vais encore s'entendre d'abord sur le terme de différenciation de français, le juridique français. Nous avons phagocyté les anglophones pour les contraindre à parler français. Je pose une question très importante. Ce que je dis, c'est l'avenir du Cameroun, là. C'est l'avenir du Cameroun dont on parle là maintenant. Parce qu'on pense avec légèreté. Je dis que si je suis dans une administration juridique, ça veut dire que moi, en tant que chef de cette administration juridique, je maîtrise le langage juridique. Oui. Est-ce que c'est au-delà? Monsieur Eric Fopoussi, je maîtrise le langage juridique. Vous voulez nous faire rêver, monsieur Eric Fopoussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dans un bureau, un chef de bureau cause français et anglais couramment? Ça existe. Il devrait. Ça existe. Oui, il y en a. Je vous ai parlé de TCS. Ça existe. On n'est pas demandé au TCS s'ils avaient un traducteur ou pas, mais on a vu qu'au TCS, ça sortait en français et en anglais. Vous avez vu dans les tribunaux, dans le nord-ouest, où les avocats, les clients se plaignaient du fait que lorsqu'il arrive, le président du tribunal est francophone. Quand il s'exprime, le gars dit qu'il ne comprend pas. Si tu ne peux pas parler en français, si tu ne peux pas parler en français, c'est ton problème. Mais c'est justement pour ça qu'il y a eu la grève de ces différentes corporations. Si on intègre, ça peut être une formule. Une formule dans leur formation. Non, permettez-moi, ça peut être un module pour essayer de résoudre les problèmes de la crise anglophone au niveau des différentes expressions. Dans les commissariats, parfois, il y a des formulations. Vous arrivez, le commissaire est purement francophone. Les gens qui viennent se plaindre sont des anglophones. Il faut l'interprète va jouer. Il faut envoyer tout ça dans les commissariats. Non, pas seulement. On va les disséminer. Je crains que 500 soit très petit. Oui, par rapport à ça. Allez-y. Ce qu'on est en train de fuir, là maintenant, c'est de fuir le bilinguisme. C'est de donner aux gens le choix de parler une des deux langues. Ça, c'est ça, cette formule. Donner aux gens le choix, aux administrateurs publics, le choix de parler soit le français, soit l'anglais. Et pourtant, c'est l'obligation qu'ils doivent avoir de parler soit l'anglais ou le français. Donc, remettez-vous à la formation.
C'est à eux de payer des cours de formation. Un administrateur public qui ne parle pas l'anglais doit se poser lui-même des questions. Parce que dans sa localité, il n'y a pas que les gens qui parlent le français. Il travaille avec qui? Il aura des interprètes. C'est une préparation. Oui, il aura des interprètes. Le grand dialogue a dit, comme l'a dit M. Fopossi, tout chef service, désormais tout chef service d'administration publique doit être en mesure d'être bilingue. Donc, puisque maintenant on n'en a pas, et je pense qu'on ne peut pas le décréter que dans 2 ans, tout le monde sera. Il y en a qui parlent anglais, français, mais ils n'ont pas le réseau des postes. Monsieur Sénéca a répondu face à Mo Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit le Cameroun est bilingue et c'est à chaque Camerounais de choisir la langue dans laquelle il va s'exprimer le mieux. Pourquoi vous voulez faire comprendre comme si tout est beau? Ce n'est pas donné à tout le monde de s'exprimer en 2 langues. Si on peut, à travers les interprètes, résoudre un problème, permettez-le. C'est compris. On va recruter 1 million. Pour 20 millions de Camerounais. 500, monsieur, faut aussi 500, c'est pas 1 million. Non, s'il faut des interprètes au Cameroun, c'est ça ou pas 1 million. Il faut moins 1 million. Oui, il nous faudra un interprète à nous aussi. Moi, je suis d'accord avec Karine. Ça veut simplement dire que on va laisser les gens toujours dans leur même position. Rien ne va changer, ne vous inquiétez pas. Ils voulaient qu'on parle anglais, on va parler anglais. On va vous donner quelqu'un là qui va parler anglais. Et basta, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Si leur problème c'est l'anglais, on leur donne des interprètes anglophones. Moi, ça me pose un problème. Et ce que je vois à côté, c'est la multiplication des écoles maintenant. On va multiplier les écoles, ou bien c'est pour nous dire que c'est vrai qu'il y a la filière un translator à l'université, même à Yaoundé, je crois, mais ça veut dire que maintenant il y aura d'autres écoles, c'est peut-être une nouvelle filière. Et pourquoi moi j'ai un problème, hein? Pourquoi on ne sait pas quelles sont les résolutions arrêtées? Non, je veux dire, on les connaît. Officiellement, parmi ces résolutions, désormais, il faudrait qu'il y ait un décret qui dise à partir de telle année, tous ceux qui ont rang et prérogatives de chef service d'administration publique doivent être parfaitement bilingues. Oui, au moins, bien sûr. S'ils ne le sont pas, alors on leur donne un interprète. Non, mais écoutez, d'abord, sincèrement, dans un pays comme le Cameroun, on doit s'entendre sur les termes et sur ce qu'on veut. Est-ce que dans la résolution de la crise anglophone, cette mesure-là a sa place? Non. Si vous dites que oui, nous sommes d'accord. Nous disons non. Voilà. Nous avons dit que c'est une mesure qui vient soi-disant résoudre l'échec de la politique du bilinguisme. Le chinois, un autre parle anglais et chinois. Voilà. Donc, voilà par exemple ceux qui pouvaient utiliser le Cameroun, je dis pas le mandarin. J'ai commencé par là. Monsieur Eric Fopossi, pendant plus de 30 ans dans ce pays, on a enseigné dans toutes les classes 4e allemande, 4e espagnol, seconde, première. Les Camerounais causent couramment espagnol ou allemand? J'en connais, oui. Ah, vous en connaissez des Camerounais? Oui. On dit quelques-uns, vous dites des Camerounais. Mais attendez, non, mais quelques-uns, il ne faut pas que... Non, c'est la même. Au moins, ne mettez pas votre incapacité sur les Camerounais. Monsieur, c'est cette mauvaise foi que je suis en train de combattre. Je combats cette mauvaise foi. Pourquoi vous dites ça? Il y a des passionnés de langue, hein? Oui, qui n'ont besoin de... Pourquoi donc vous voulez empêcher qu'on ne recrute des interprètes? Non, parmi ces bandes de personnes donc, qui s'expriment bien, on peut prendre des gens qui vont jouer ce jeu d'interprète, ce rôle d'interprète. Interprète français, espagnol? Oui, c'est important. Mais c'est ça ce qu'on a en train de dire depuis en quoi ok, d'accord. En quoi interprète français, espagnol, résout la crise anglophone? Il parle à ces écoles, on parle au moins 4 langues. Dans toutes ces écoles d'interprète, on parle 4 langues. La crise anglophone, je ne sais pas la question. Mais vous pensez que la priorité pour le Cameroun, c'est de faire. Vous pensez qu'un maire, le maire de Boya, excusez-moi, le maire de Limbé, ne peut pas se déplacer pour aller négocier un contrat en Norvège ou en Suisse allemande? Est-ce qu'il n'aura pas besoin d'avoir un traducteur? Donc pour vous, il fallait la crise anglophone pour ça. On a dit non, on a échoué. Est-ce qu'on a attendu la crise anglophone pour créer les écoles bilingues d'application? N'expliquons pas l'inexplicable. Disons clairement que cette mesure-là, évidemment, est une mesure qui, dans le cas de la crise anglophone, on a du mal à voir quelle est sa pertinence. C'est tout. Après, s'il y a des choses à avancer, on va attendre de voir l'impact que ça aura sur le terrain par rapport au nord-ouest, au sud-ouest, pour ceux qui se plaignent de marginalisation dans ce pays. Parce qu'après, comme je vous ai dit, il y a d'autres résolutions qui sont beaucoup plus fortes. Beaucoup attendent encore
de savoir, comme vous avez vu. On discutait outils à quoi. Il était question du recrutement de combien de professeurs, M. Fopoussi, pour les universités. Ça a démarré. Donc, je vous prends tout cela pour dire que c'est des mesures cosmétiques. Tout à fait. Monsieur, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est des mesures cosmétiques qui sont en train d'être prises pour résoudre une crise. Mais étant donné que là, on en a un besoin, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord. Quel besoin où? Il n'y a pas de besoin. Mais cher ami, vous verrez, on a eu à critiquer des communiqués qui sortaient en anglais avec un faux anglais. On en a besoin. Au moins que là, l'administration publique sorte au moins les communiqués en faux anglais. Dans les communautés urbaines, on va les gérer. La vérité, c'est qu'il y a des anglophones au Cameroun ou pas? Il y en a. Qui doivent travailler dans cette administration-là. Oui. Oui, ça veut dire que si vous avez dans une administration des communicants, dans une administration, vous devez avoir des communicants autant anglophones que francophones. D'accord, nous avons... Qui vous expliquer en anglais ce que vous voulez faire. Nous avons 360 communes au Cameroun. Oui. Les communes, on a dit d'autonomie de gestion et tout. Les communes ont-elles la possibilité de recruter les traducteurs interprètes? Non, les communes ont la possibilité de recruter des Camerounais anglophones. D'abord. Tout simplement. D'abord, ça veut dire que dans une commune au Cameroun, Non, on doit avoir des vous êtes dans le bilinguisme. Oui. Les bilinguismes. Ils sont donc à mesure de recruter les Camerounais bilingues. Des Camerounais anglophones d'abord. Bilingue, non, bilingue. Bilingues. Non, vous êtes dans le bilinguisme. Comment vous voulez Le maire, il y a déjà une autorité. Non. Non, il dit français et Ce que nous expliquons, c'est que on doit, les anglophones se plaignent de marginalisation. C'est ça la crise anglophone. On doit pouvoir les injecter dans des postes aussi importants où si on veut faire un communiqué, comme vous dites en français et en anglais, ça veut dire qu'il y a là-bas des personnes qui font des communiqués. S'ils sont francophones, il faut qu'il y ait aussi un anglophone là-bas. Vous savez, ce que vous êtes en train de poser là, M. Rifopoussi, comme principe, va nous amener à la question des quotas. À la question des quotas. Ça va nous amener à la question des quotas. Combien de personnes anglophones faudrait-il résoudre dans X ou Y service? Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question, non, ce n'est pas de ça. Non, c'est pas ça. C'est là où vous allez nous amener. C'est justement là. C'est là où on va se retrouver. Ce n'est pas la résolution du problème anglophone, ce n'est pas la répartition des postes administratifs. En arrivant les anglophones, ce n'est pas ça, monsieur le Ça, mais attention. Attention. C'est au-delà de ça. Si vous dites ça, attention. Ça veut dire que dans ce pays, il va falloir qu'on soit d'accord sur des principes. Ça veut dire que les grands principes sont clairs. Ça veut dire qu'on est en train de vivre une franconisation du pays. C'est ça la grande question. Une franconisation du pays. Qui vous dit que l'interprète qu'on recrute est un francophone? Voilà. Oui. Maintenant, dans les administrations, il y a des anglophones qui sont... Les anglophones ont posé leur problème. Jusqu'à ce que je... Monsieur Fopoussi, est-ce que tous les anglophones peuvent donc produire les communiqués en français? Ou les textes, les discours en français? En français. Ces interprètes vont le faire également. Si c'est un anglophone, il le fait en anglais et la traduction française, elle fait pas ses interprètes. Ok, donc on retient que les interprètes vont venir communiquer au Cameroun. Moi, je suis tout à fait... Oui, on va dire que on retient que les interprètes, c'est pour faire les communiquer parce que... Non, mais c'est un pas. On a pris un pas, monsieur Rifopoussi. Il faut qu'on s'entende. Il y a tout un service d'interprétation à la présidence de la République. Tout à fait. Vous avez... Pardon? Vous avez des gens qui parlent le tchèque, vous avez des gens qui parlent le russe, vous avez des gens qui parlent le turc. Ils sont nombreux. C'est tout un service, monsieur Rifopoussi. Dans chaque département ministériel, en principe, il devait avoir un service de l'interprétation. Ce qui n'est pas le cas. C'est sans peut-être être recruté pour être dans ces différents ministères et assurer ces services. Le problème était qu'on ne devait pas avoir des interprètes en anglais. Il aurait fallu... C'est non pas les interprètes en anglais. Ils sont interprètes d'abord français-anglais. Ils sont interprètes. Plus d'autres langues, c'est ça. Alors, et à la visiblement, sur ce les décrets, est-ce que les décrets du président de la République sont rédigés en anglais? Non. Tous sont en français. Il faudrait donc qu'on les traduise en anglais également. Voilà, donc c'est un problème. Dans un pays comme le Cameroun, c'est un problème. Oui, parce qu'évidemment, il va falloir qu'on imagine aussi un jour qu'on aura des décrets en anglais et il faut traduire en français. Il faut que ce soit désormais français et anglais. D'accord, on va bien sûr poursuivre cette revue des réseaux sociaux avec vous, Karine. On termine avec le dernier sujet, cet accident de la circulation qui est survenu hier sur la nationale numéro 3 de Douala-Yaoundé sur... La nationale numéro 3 Douala-Yaoundé et qui a causé beaucoup de victimes. Selon les victimes, il s'agit d'un excès de vitesse. D'accord, merci beaucoup, merci infiniment. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur, et rapidement prendre interpellation
interpellation évidemment qui est, comme vous le savez, un document que nous avons et ensuite nous prenons un commentaire rapide sur ce plateau. For me, the way I see things, like roads is the first problem we're having here, because like there are places even here in Douala, there are too much like. Non, il y a quelqu'un qui a prêté serment en 2004 en disant que la priorité c'est des infrastructures routières. Ce n'était pas moi de toutes les manières. Donc aujourd'hui, quand il n'y a pas de route, il faudrait bien qu'il réponde. Et je pense que je suis d'accord avec ce compatriote, on ne peut pas se déployer. Tout à fait. En tout cas, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Le temps pour nous, évidemment, de revoir également sur la page Facebook de l'émission quelques messages que vous nous envoyez, évidemment, au quotidien sur les différents sujets que nous développons dans cette émission. On va évidemment évoquer cette première partie de l'émission où nous avons eu l'histoire du jour, cette histoire qui a fait beaucoup parler. Vous avez bien vu que sur ce plateau, il y avait beaucoup de commentaires, il y avait beaucoup de réactions. Ça frôlait d'ailleurs beaucoup de passion, pour parler ici comme professeur Jean Baïbek. Il y avait de la passion dans ce sujet-là ce matin. Donc évidemment, la colère de Charles Hamel sur la question des privatisations. On en a beaucoup parlé ce matin avec, comme vous le voyez très bien, cette possibilité pour ceux qui nous observent et ceux qui nous regardent depuis le matin de pouvoir bien comprendre les enjeux des privatisations au Cameroun. On va s'entendre sur le fait que il ne suffit pas de privatiser. Lorsqu'on privatise, il faut bien savoir à qui l'on donne cet argent-là. Est-ce qu'on le donne à des personnes qui vont venir justement le faire fructifier et évidemment ne pas prendre en compte les desiderata des Camerounais. On l'a bien vu avec les différents fonds d'investissement qui sont arrivés au Cameroun, qui ont malheureusement imposé aux Camerounais des plans sociaux extrêmement graves, extrêmement saignants. On a vu des entreprises qui ont licencié beaucoup de Camerounais et ensuite on a débouché sur cette revue des réseaux sociaux, laquelle revue des réseaux sociaux nous a amené sur un terrain tout à fait important, celui, comme vous le voyez, de la crise anglophone avec cette question d'interprète. Mais avant cela, on avait évoqué grandement le double scrutin législatif et municipal avec les difficultés qu'on a bien vues des différents candidats de l'opposition qui avaient donc du mal, comme on le voit, à faire établir les différentes pièces, certificat de domicile, certificat évidemment de domicile, mais aussi cette attestation de non-redevance, ce qui pose problème aussi. Il y a une dernière polémique en date, c'est justement, vous savez, lorsque vous allez à Elecam, vous devez justifier que vous êtes inscrit sur une liste électorale et il y a un document de certification. Ce document-là est allé sur la toile et il y a un document qui est pré-signé. Ça crée actuellement la polémique sur la toile parce qu'on se pose bien la question de savoir est-ce que on doit pré-signer des documents vides. Beaucoup estiment que c'est une porte ouverte à la fraude, même si nous avons des gens qui, évidemment, pensent que, vu les délais courts et vu le nombre de personnes qui arrivent à Elecam, il est important aussi de faciliter la tâche à ces chefs d'antenne à Elecam, sur le plan des antennes communales d'Elecam. Donc, voilà le débat qui est actuellement et on voit très bien que ça bouge. Alors, puisque on n'arrive toujours pas à avoir ces messages-là, on va tout de suite basculer au plateau B avec Consilamine qui nous a rejoint. Consilamine, on parle ce matin de Sorepco. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous les clients de cette émission et bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. Alors le concept Salaka s'installe une fois de plus dans cette entreprise camerounaise qui a donc décidé depuis plusieurs années de faire dans la qualité et rien que dans la qualité. Il est bien question de parler de Sorepco. Il faut le rappeler que Sorepco, le slogan, c'est toujours les meilleurs prix et toujours la qualité. Et ce matin, nous parlerons encore de qualité, nous parlerons encore de meilleurs prix, mais nous parlerons encore et encore de cette grande promotion dans les agences Sorepco de Douala, de Bafoussam,
de Yaoundé et de Kribi sur les congélateurs verticaux et bien entendu les réfrigérateurs de qualité supérieure. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de ceux-là qui me regardent à la maison, qui n'ont pas encore un congélateur, qui n'ont pas encore un réfrigérateur, qui continuent encore à aller garder les aliments chez les voisins, qui continuent encore à aller demander de l'eau glacée chez les voisins. Plus besoin de le faire. Rendez-vous directement dans les agences Sorepco de Yaoundé, de Bafoussam, de Douala et de Kribi pour bénéficier d'une grande promotion sur les congélateurs verticaux de qualité supérieure. Ah ben oui, la marque, c'est super cool. Rien qu'entendre le nom de la marque, on a besoin d'avoir directement un congélateur. Et en ce moment, il est en promotion dans les agences Sorepco du Cameroun. Je rappelle, le prix, il est de 180 000 francs. Un congélateur vertical de 230 litres. Je n'ai pas dit 23 litres. Je n'ai pas dit 50 litres, chers téléspectateurs. J'ai dit un congélateur vertical de 230 litres. Vous l'avez à 180 000 francs dans les agences Sorepco de Yaoundé, de Bafoussam, de Douala et de Kribi. Je rappelle qu'il est neuf, il est avec garantie. C'est un congélateur de qualité supérieure. C'est un congélateur qui ne consomme pas assez d'énergie. C'est un congélateur qui est manipulable facilement. C'est un congélateur tellement nyanga. Oh là 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 là. Sorepco a encore fait fort cette année. Sorepco vous permet de passer les fêtes de Nouvel An dans de très bonnes conditions avec des congélateurs verticaux. Vous les avez à 180 000 francs. Un congélateur vertical de 230 litres, vous l'avez à Sorepco à 180 000. Plus besoin d'acheter n'importe où, plus besoin de commander n'importe quoi. C'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans n'importe quelle agence Sorepco de Douala, de Bafoussam, de Yaoundé, de Kribi pour avoir son congélateur vertical à 180 000 francs seulement, chers téléspectateurs. Qui dit mieux en dehors de Sorepco? Qui dit mieux? C'est l'occasion d'aller là-bas maintenant et présentement. Alors, à côté, bien sûr, des congélateurs verticaux, on parle également des réfrigérateurs. Ah ben oui, des réfrigérateurs de 200 litres. Je n'ai pas dit 100 litres, hein, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. J'ai bien dit 200 litres à 180 000 francs dans les agences Sorepco de Douala, de Bafoussam, de Yaoundé, de Kribi. Un réfrigérateur neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez à 180 000 dans les agences Sorepco. Et ceux qui nous regardent en ce moment, qui n'ont peut-être pas le temps de venir dans ces agences et qui ont besoin de commander, il suffira d'appeler directement la direction commerciale au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran et de commander dès à présent un congélateur ou un réfrigérateur à 180 000. Un conseil, chers téléspectateurs, je sais qu'il y a plusieurs magasins au Cameroun, mais les magasins présentés par le concept Salaka sont les magasins de qualité. Et aujourd'hui, comme magasin dans le concept Salaka, on a les magasins Sorepco. Parce que Sorepco, c'est plusieurs années d'expérience. Sorepco, c'est la qualité. Sorepco, c'est les meilleurs prix. Sorepco, c'est également la garantie de ses produits. Et ce matin, j'attire votre attention sur les congélateurs verticaux et les réfrigérateurs. Donc, any man, il faut ça for Bonaberi, for ça for Bepanda, for ça for Yaoundé. You want buy congélateur, some fine congélateur. Just go yes no for Sorepco and buy a congélateur for 180 000 francs, only 180 000 francs. You go get some fine congélateur. Il est so that congélateur. Because that congélateur for Sorepco, il n'a pas consommé courant plenty. That congélateur, not the spoil. That congélateur, you have fine way any man must get them just now for Sorepco. Or call this number. This number for Sorepco. You command your congélateur, yes no. Thank you plenty and see you any day, Monday to Saturday, for all agences Sorepco for Douala and Yaoundé. Thank you plenty, my countrymen. Consti Lavide, et il est égal à lui-même, Consti Lavide. Merci infiniment, Consti, et on se retrouve très prochainement sur Equinox Télévision. Alors tout de suite, on va lire quelques messages avec vous sur la page de l'émission Karine Sontia. Ça ne résoudra aucun problème, au contraire, comme disent les dames du plateau, ça veut dire que l'interprète saura tous les secrets des administrations. Par exemple, si un directeur francophone veut donner des directives secrètes sur un dossier à son secrétaire, ce serait connu par un tiers et pourrait
et voilà, serait connu par entière et pourrait être divulgué. Ça, c'est Christian Zlitian qui nous écrit ce matin. Bon, on ne refera pas le débat. On ne fera pas le débat. Personne n'a dit ici que il ne servent à rien. Personne n'a dit ici. Non, il a dit, elle dit que comme on dit les deux femmes, ça ne servira à rien dans ce sens que l'interprète rentrera dans le secret des dieux. Il aura des informations, pourra les divulguer comme il veut. On peut lui dire de faire telle directive. Non, personne n'a dit ici sur le plateau qu'ils ne servent à rien. Nous, on est en train de projeter cela sur la crise anglophone et sur les revendications des anglophones. C'est de ça qu'on parle, à moins qu'on nous sorte, parce que beaucoup vont penser que non, on va dire non, dans un pays, il faut bien les interprètes traducteurs, ça tout le monde le sait. Mais dans un pays comme le Cameroun, il faut voir plus loin que ça, comment on gère ça, comment on fait en sorte de résoudre cette question. Allez-y, Karine. Ah oui. Parmi les sociétés citées, il y a Camel Cable, vendu par 2 ministres. Cela fait 20 ans, les employés ne sont pas payés. Des 55 ex-employés, 20 sont décédés. Oui, c'est ça un fera message de sourire oncle Chalabel. Eduardo. Voilà, la privatisation. Ça fera sourire Chalabel sur la question des privatisations. La privatisation fait mal au Cameroun, monsieur Rifopoussi, et je crois que la plaie n'est pas encore cicatrisée. Beaucoup de personnes vivent avec, des enfants, même des descendants vivent avec cette plaie mal cicatrisée. Oui. Et j'ai bien peur que ceux qui ont profité de ça, monsieur Eric Fopoussi, tôt ou tard se retrouvent à payer. La mauvaise privatisation, ou bien les mauvaises privatisations, parce que lorsqu'on parle de privatisation, on a bien fait le distinguo entre privatiser nos entreprises avec des fonds d'investissement étrangers, comme on l'a vu jusqu'ici, ou bien des grosses multinationales étrangères, comme on l'a vu jusqu'ici, et confier ces pans-là à des nationaux. Lorsque vous voyez, par exemple, un pays comme la Chine, parce que je voulais quand même qu'on s'attarde un peu sur la Chine, c'est un pays où vous avez des entrepreneurs chinois qui sont soutenus par l'État. L'État choisit de supporter un Chinois dans un secteur jusqu'à ce que même quand il faiblit, l'État l'aide à se relever. Mais c'est ça, c'est pas sérieux. On le voit. Même les pays comme les États-Unis, le pays le plus libéral du monde, où presque beaucoup d'entreprises, plusieurs entreprises sont privatisées. Lorsqu'une entreprise commence à battre les lèvres, l'État lui injecte de l'argent. Parce que là, c'est la mairie qu'on vend. Et on injecte l'argent alors que là-bas, dans ce pays, les chefs d'État voyagent avec les opérateurs économiques. Tout à fait. Et c'est même ça la mondialisation. Parce que Margaret Thatcher et Ronald Reagan avaient orienté cela pour diminuer l'influence des États et faire la promotion des multinationales. Voilà. Alors, il n'y a pas un message sur l'histoire du jour ce matin, allez-y. Oui, Karine. Il n'y a pas de message sur l'histoire du jour. C'est un sujet qui a fait débat en première partie d'émission. J'imagine évidemment que les Camerounais, aujourd'hui, grâce à cette émission, comprennent que ces questions qui sont liées à la libido ne servent à rien. Moi, j'ai toujours dit ça. Les sujets qui sont liés à la libido... pleure parce qu'une histoire de libido... Non, oui, je veux dire qu'il n'a pas pleuré. C'est la femme qui ne sait pas où se trouve son émancipation. Oui, oui. C'est-à-dire que elle voit plutôt son mari, elle ne voit pas la nudité qu'elle a exposée devant ses enfants. Ce n'est pas elle. Elle est contrainte de le faire. Ah non, c'est pas comme si elle a dit allez, déshabillez-moi, je suis devant. Non, madame, elle était contrainte ça, de le faire. faire. A dit, c'est l'après. Son mari aurait dû se battre pour que ça n'arrive pas. Il aurait pu prendre une balle. Il aurait pu se faire poignarder. Là, on allait parler d'un homme valeureux qui a protégé l'intimité de sa femme. Mais justement, l'après, ma femme a géré ça comment? Pauvre Marc, tu ne sais rien. J'ai passé 10 ans avec ces bandits-là, s'il était trop fort. Oui, il commençait par se battre là-bas. S'il ne veut pas ça, sa femme a donc défendu sa famille. Voilà, ça veut donc dire que elle a porté sur sa tête toute sa famille. Elle a porté sur sa tête, sur son intimité, sa famille. Elle n'a rien porté du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu sors de là, qu'est-ce qu'on dit à ses enfants? Votre papa ne fait rien. Ça fait 10 ans que je suis dans l'obscurité. Voilà un bandit est venu me sauver. Elle a 4 ans. Ça veut dire là. Elle n'a même pas su moi, un bandit est venu me sauver. Vous-même, vous avez vu comment j'étais contente. C'est ce que vous voulez dire là. Tout le monde ne sait pas comment réagir à ce genre. On ne réagit pas de la même manière. Des parents, je vous prends l'effet inverse. Vous avez un papa qui frappe sur sa femme devant les enfants. Les enfants, l'immédiat, ne réagissent pas. Les autres se cachent dans la chambre. L'après, c'est la réaction de la maman. Comment est-ce que la maman se comporte? Comment est-ce que la maman négocie avec les enfants pour faire accepter qu'elle a eu mal? Mais c'est le devoir du père. Tout cela se joue. Et c'est en fonction de ça où on rate
où on réussit le coach vis-à-vis de la continuité de la famille. Donc, cet après, M. Eric Fopoussi, cet après a loupé. La femme est plutôt ressortie victorieuse. Elle a démontré sa joie. L'homme s'est senti tout petit devant il et faisait ses quoi enfants. Depuis il était où depuis? Qu'est-ce qu'il faisait depuis? C'est terminé. Pour que cette femme ne soit pas contente. Vous m'avez s'il vous plaît, Bambok, merci beaucoup. Vous m'avez empêché de passer le message, je vais passer. Allez, allez-y. Je dis bien ceci. Les Camerounais comprennent bien que les questions de libido ne servent à rien, du tout. Et que nous devons nous intéresser à des questions prégnantes comme la privatisation, comme des questions d'économie qui nous aident à nous. Les gens qui se battent, absolument. Les gens qui se battent pour être performants sexuellement n'ont pas compris le monde tel qu'il avance aujourd'hui. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.